Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux d'ouvrir cette nouvelle session des Jeudis de l'Ordre, édition au pluriel spéciale Covid. Je vais vite remercier encore une fois déjà les participants de la précédente session, Marc Léon et Stanislas Rebaudet, pour les deux interventions absolument fantastiques qu'ils nous ont réservées, pour la qualité de ce qu'ils ont présenté. C'était vraiment très précieux pour nous et on espère pour tous les médecins du département qui ont pu assister à cette session. J'en profite pour remercier également mon co-religionnaire Jacques Roméo avec qui on participe à l'organisation, et puis Marie-Dominique Métra, la présidente, et puis tout le Conseil de l'Ordre pour leur soutien dans l'organisation de ces Jeudis de l'Ordre. Que vous l'avez compris, on a essayé d'adapter à l'actualité, donc on a un petit peu tout chamboulé pour coller à cette épidémie et essayer de coller aux problèmes qui sont ressentis par les médecins du département dans leur pratique quotidienne. Donc on a abordé dans les précédents jeudis, on a parlé de la souffrance des soignants, qui était un élément important puisque c'est une vraie réalité de manière générale et encore plus exacerbée par cette crise de la Covid. Nous avons ensuite eu donc Stanislas Rebaudet et Marc Léon qui nous ont parlé des prises en charge de la Covid hospitalière, hors réanimation et en réanimation. Nous aurons prochainement des retours d'expérience de médecins généralistes de ville et de médecins d'EHPAD sur leur prise en charge de patients Covid pendant cette épidémie. Nous aurons en janvier, si tout va bien, une présentation sur les vaccins. Bien sûr, ça va devenir un sujet, voire aussi le sujet important. Et on est très heureux ce soir que Philippe Alphon ait accepté de venir nous parler et vous parler à tous. Philippe est infectiologue, virologue. Il est le chef de pôle de médecine interne des maladies infectieuses à l'hôpital européen. Et c'est vraiment une grande chance pour nous et pour nous tous ce soir de pouvoir bénéficier de son expertise dans ce topo qui était un peu intitulé « Tout ce que vous voulez savoir sur le SARS-CoV-2 », dont le titre ce soir sera « De la virologie aux méthodes diagnostiques ». Donc c'est notre très grand plaisir au Conseil de l'Ordre d'accueillir Philippe, à qui je laisse la parole tout de suite. Très bien, bonjour à tous, bonsoir. En premier lieu, je voulais vous remercier pour votre invitation, Madame la Présidente du Conseil de l'Ordre, mes chers confrères, chers amis. Je voulais remercier Guillaume pour ton invitation. Évidemment, le titre, tu m'as demandé un titre un peu punchy, tout savoir, je vais dire plutôt ne rien savoir, parce que je pense que tout ce que je vais dire aujourd'hui pourra être remis en question, et je crois qu'il faut avoir beaucoup d'humilité quand on traite du SARS-CoV-2 et de l'infection à coronavirus, parce qu'il y a beaucoup de questions encore qui ne sont pas résolues, mais je vais essayer dans le laps de temps de vous apporter quelques éléments de réponse sur la virologie et sur les méthodes diagnostiques et également les questions que l'on se pose. Donc voilà, mais que j'ai aucun conflit d'intérêt avec cette présentation et voici mes liens d'intérêt. Alors voilà un petit peu ce que je vais vous parler. Tout d'abord, un petit peu de l'aspect virologique, ce virus, comment il s'organise. Et ensuite, on va venir sur des questions très pratiques, diagnostiques, qui nous intéressent au quotidien pour nos patients. Et j'espère aussi peut-être que vous aurez des questions à nous poser pour lesquelles je me ferai un plaisir de vous répondre. Juste avant de commencer, juste pour dire que bien sûr que cette épidémie et cette pandémie qu'on a avec le coronavirus n'est pas la première des pandémies. Et on a eu affaire avec ce coronavirus, vous voyez sur cette diapositive, énormément d'autres épidémies qui se sont passées au cours des différents siècles. Et en fait, une des caractéristiques principales qui s'est passée avec cette pandémie, et en tout cas moi qui me marque particulièrement, c'est dans l'histoire naturelle de la maladie. Parce que dans cette histoire naturelle de la maladie, comme vous voyez, en fait, on a au minimum entre 30 et 40% de patients asymptomatiques. Et ces patients asymptomatiques, en fait, c'est ce qui fait la gravité, la difficulté réellement de cette infection à coronavirus. Pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est très difficile de détecter des patients asymptomatiques qui sont évidemment fortement contagieux. Et on va en parler parce qu'ils sont, bien sûr, ils sont porteurs du virus, vont pouvoir le transmettre avec des hauts niveaux d'infectiosité. Et donc, c'est ce qui fait toute la difficulté à la fois diagnostique et physiopathologique dans l'infection à coronavirus. Alors, j'avais préparé un petit quiz, si ça vous intéresse aussi, on pourra après éventuellement y répondre. C'est qu'est-ce qu'on fait en première intention comme test, on va le voir entre différentes RT-PCR ou au test antigénique dans le sang, dans l'oropharynx, dans le nasopharynx, un antigène, une sérologie.
Est-ce que l'ARN, comme ça, j'espère que c'est presque un pré- et un post-test. Est-ce que éventuellement l'ARN du virus peut être positif avant les symptômes, 100 jours après? Est-ce qu'elle est toujours positive ou est-ce que le pic est retrouvé 8 jours après? Et finalement, une question sur la sérologie qui se pose. Est-ce qu'elle est positive chez tous les patients qui ont fait une Covid? Est-ce qu'elle est toujours associée à une protection contre une infection? Est-ce qu'elle est persistante? Est-ce qu'elle peut être faussement positive? Donc on va essayer, au travers de quelques questions, mais bien sûr il y en aura bien d'autres, j'espère. Alors la carte d'identité du virus, donc, comme vous le savez, il s'appelle coronavirus parce qu'en fait il y a une couronne, vous voyez sur cette belle photo dans microscopie électronique, qui ont été visualisées et pour lequel, pour beaucoup, en fait, c'était une découverte parce qu'évidemment, coronavirus, personne ne connaissait, mis à part la bière Corona sur lequel, mais enfin, le coronavirus, donc, a été pour nous, pour beaucoup de non-sachants, en fait, une découverte, bien que ces coronavirus étaient bien connus, puisque, comme vous le voyez, d'un point de vue taxonomique, donc, ce sont des virus qui sont connus, avec une famille des coronaviridés sans rentrer des genres. Comme vous le savez, il y a plus de 7 coronavirus, dont 4 sont très peu pathogènes, dont des infections respiratoires chez les humains. Et puis on a aussi d'autres infections qui sont bien sûr des infections plus sévères, en particulier le MERS, le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2. Et une des caractéristiques, ça c'est un travail de février, et puis après il y a eu énormément de souches virales qui ont été séquencées et étudiées, et tant mieux, et puis qui nous a permis de dire que finalement, une des bonnes nouvelles avec ce virus, parce qu'il y en a eu tellement de mauvaises nouvelles qu'il en faut un petit peu quelques bonnes, c'est que finalement la variabilité génétique de ce virus est faible. Donc on a et je vais vous expliquer après pourquoi justement, on a une faible variabilité génétique du virus, et ça quand même, c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, en termes d'organisation virologique, donc c'est juste pour vous dire que finalement, donc c'est un virus enveloppé, c'est un virus ARN directement positif, qui est organisé, qui est assez grand en termes de taille de génome, puisqu'il fait à peu près entre 26 et 30 kilobases, ce qui est assez grand pour un virus ARN, qui est comporté avec une partie 5' et 3', je ne vais pas rentrer dans trop de détails, une partie non structurale qui code pour des protéines non structurales, en particulier deux polyprotéines, qui vont être clivées donc, par des protéases, donc une cystine et une sérine protéase, qui vont donner à une polymérase, une hélicase. Donc c'est pour 2/3 du génome, comme vous le voyez ici. Et puis également donc, des protéines structurales, comme en particulier les protéines de nucléocapsides, la protéine M qui vont servir à l'assemblage, l'enveloppe et la protéine spike qui va permettre à l'entrée du virus. Donc simplement pour dire qu'il existe aussi, d'un point de vue phylogénie, bien sûr, à peu près 80-90% selon les espèces de communautés, avec à la fois le virus de la chauve-souris et le virus du pangolin, et certainement qu'il y a eu en fait une cross-recombinaison entre ces virus, mais qu'on ne sache pas exactement comment s'est fait cette recombinaison entre ces virus, qui va donner lieu donc au SARS-CoV-2 qu'on connaît actuellement. Et ça, je pense que c'est important. Si on rentre 2 secondes dans la réplication du virus, je pense que ce qui est important, c'est qu'en fait, on a une entrée du virus avec un récepteur, du récepteur de l'angiotensine de type 2, et qui va permettre de rentrer. On a par endocytose, et on a également une autre entrée du virus par l'intermédiaire en fait, d'une protéase. Donc, selon les types cellulaires, on va avoir donc différents types d'entrées. Une fois que le virus est entré, on va avoir une décapcitation du virus, donc, et après libération de l'acide nucléique dans le cytoplasme, et on va avoir un clivage de cette grande polyprotéine que je vous ai montré, et ensuite il va y avoir formation donc, avec toutes ces enzymes qui vont permettre en fait, de former le complexe de réplication qui va permettre donc, à la fois la réplication du virus, donc, et la synthèse également, une transcription avec la synthèse de toutes les protéines et des protéines non structurales qui vont permettre en fait, l'assemblage du virus et la sortie du virus. Ce qui est caractéristique avec ce coronavirus, c'est que pourquoi est-ce qu'on explique cette variabilité génétique finalement qui est relativement faible? C'est parce que justement en fait, il possède en fait un système, excusez-moi, de proofreading, c'est-à-dire de correction des preuves. C'est-à-dire que quand on insère un nucléotide avec cette polymérase, ben parfois en fait, comme c'est très long, ben il y a des erreurs qui se font dans l'incorporation des nucléotides. Et en fait, il possède un système de correction, ce qui fait qu'il va corriger au fur et à mesure du génome, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui fait que quand on va recopier 30 kb, on va avoir une recopie qui va être assez conforme finalement et assez intéressante, ce qui fait que finalement on va avoir une variabilité qui va être relativement faible.
Donc, ensuite, ce virus donc, est produit. Alors, c'est juste pour vous montrer quelques photos de microscopie électronique qui ont été faites par nos équipes. Et donc, vous voyez là le virus avec la protéine Spike, donc, qui vont pénétrer, qui vont rentrer c'est un modèle de cellule Véro, qui est un système de cellules de rein de singe extrêmement permissif au virus, et une pénétration du virus dans ces cellules. Alors, en termes de méthodes diagnostiques, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dispose? On dispose bien sûr, comme vous l'avez vu, des méthodes de microscopie électronique qui sont classiquement utilisées pour tous les virus, parce qu'un virus, quand on a la chance, si on peut le voir, c'est mieux le caractériser, voir à quoi il ressemble. C'est comme ça qu'on a vu qu'il avait une couronne et il y a différents moyens. Ce sont des techniques de recherche, évidemment, qui ne sont pas utilisées en routine pour pouvoir faire cela, sauf dans certains laboratoires très spécialisés qui disposent donc de pouvoir disposer de microscopie électronique, de culture cellulaire, comme tout virus, de méthodes moléculaires, puis on va pouvoir détecter aussi des protéines, comme les antigènes, et puis on va pouvoir détecter des anticorps. Et donc, à côté de ça, il existe aussi des techniques de recherche, comme bien sûr des expérimentations animales dont on peut pouvoir utiliser. Donc, il existe par exemple des souris humanisées, il y a des hamsters, il y a des singes qui permettent justement une évaluation aussi des molécules antivirales, des vaccins également, donc ils vont permettre justement de pouvoir évaluer sur différents modèles. Et les techniques aussi de culture cellulaire nous permettent aussi d'évaluer l'efficacité également de molécules antivirales sur différents modèles de culture cellulaire qui sont permissifs au virus. Donc, sur cette diapositive, vous avez un petit peu ce que je vous ai dit, c'est les tests moléculaires, les tests sérologiques et puis des tests rapides, à la fois antigènes et anticorps qui vont pouvoir se faire. Et vous êtes familier maintenant avec ce genre de courbe où finalement vous avez tous appris, vous êtes tous devenus tous des virologues et infectiologues, même les plus grands journalistes sont devenus virologues et infectiologues dans tous les plateaux de télévision, et donc sont capables d'interpréter les CT. Et donc en fait on va regarder en fait l'évolution en fait, du cycle, du nombre de cycles par PCR. De plus il y a de cycles, c'est que moins qu'il y a de virus, donc c'est inversement proportionnel, moins il y a de cycles, donc plus la charge virale est importante. Donc c'est comme ça qu'on voit ça, donc c'est une charge virale semi-quantitative. Il n'y a pas un gold standard qui va nous permettre de dire ces temps, donc c'est une estimation d'un nombre de CT qui nous indique cela. Parmi les différentes techniques qui nous sont proposées, il y a eu, j'en reviendrai, un essor considérable à un temps extrêmement court d'un développement technologique qui a été fait autour de ce coronavirus. Et je crois que toutes les équipes, à la fois de recherche, des équipes académiques et des équipes industrielles, se sont mis vraiment à chercher des nouveaux moyens diagnostiques. Et c'est comme ça que des technologies qu'on connaissait déjà ont été appliquées ou rapportées, comme la technologie de CRISPR-Cas9, dont vous avez entendu Cas9 qui ont été utilisées, la technologie également de LAMP, d'amplification à température constante avec un système de boucle qui permet en fait, avec un système de colorimétrie de plus ou moins, je vous en parlerai un petit peu à la fin, et puis d'autres techniques aussi qui se sont développées au fur et à mesure, à part la technique d'amplification, les techniques de séquençage qui nous servent à séquencer le virus, qui sont très importantes d'un point de vue épidémiologie et étude de la variabilité génétique du virus, parce qu'on a besoin bien sûr d'avoir une surveillance épidémiologique et génétique de ce virus pour voir comment il évolue, et donc on doit séquencer le virus. Et donc pour ça, on a ces techniques, donc ces techniques qui ont été toutes appliquées au coronavirus, et on a bien sûr la possibilité de détecter des protéines de ce virus, donc des antigènes, avec des technologies extrêmement simples qu'on connaît particulièrement, qu'on connaît par exemple pour la grippe, qui ont été appliquées également pour le coronavirus. Donc on va pouvoir avoir des techniques immunochromatographiques qui vont permettre donc de détecter en un temps court ce virus. On a aussi des techniques qui nous permettent de détecter des anticorps. On va le voir et on va en parler ensemble. Une des questions majeures aussi, c'est dans quel compartiment est-ce qu'on doit chercher ce virus? Parce que, évidemment, comme vous savez, qu'on commence par une infection respiratoire des voies aériennes supérieures, et donc évidemment, on a des cellules ciliées donc, qui sont permissives, qui contiennent évidemment beaucoup de récepteurs ACE2. Sur la partie droite de la diapositive, vous avez ici donc, un petit peu l'expression en fait, des récepteurs ACE2, et comme vous le voyez, elle est très présente en particulier au niveau intestinal, au niveau des poumons, au niveau de l'arbre respiratoire supérieur, mais également dans très nombreux organes, en particulier dans certains vaisseaux, ce qui va expliquer aussi en fait, les manifestations systémiques de ce virus, non seulement avec l'orage cytokinique qu'on connaît,
mais également avec peut-être une action peut-être du virus lui-même, parce qu'il y a certaines cellules qui vont être particulièrement permissives, avec notamment ce récepteur ACE2. Et donc, comme vous le voyez, au niveau respiratoire, au départ, on va le rechercher au niveau du nasopharynx, donc des voies aériennes supérieures, et puis ensuite le virus va descendre progressivement dans les voies aériennes supérieures basses, descendre dans les poumons, et donc va infecter un certain nombre de types de pneumocytes. Par exemple, les pneumocytes de type 2 ou des cellules cuboïdes vont être particulièrement réceptives et sensibles, avec une forte expression d'ACE2, comme vous voyez en vert ici sur cette diapositive, sur cette très jolie slide. Donc, ce qui est important, c'est de savoir, surtout de ne pas se tromper, pour savoir où est-ce qu'on va le rechercher. Et en fait, ce qui s'est passé naturellement, c'est qu'on l'a recherché naturellement au niveau du nasopharynx, on va y revenir, mais il faut juste savoir que finalement, à chaque étape du diagnostic, il y a énormément de facteurs qui vont pouvoir influencer, sans rentrer trop dans le détail, mais il faut savoir que si un prélèvement n'est pas qualifié ou n'est pas un bon prélèvement, au tout départ du diagnostic, on voyait des gens faire des prélèvements dans la narine, certains monter dans le sinus, on a vu absolument de tout au niveau du coronavirus. Et c'est vrai qu'on peut avoir des résultats faussement négatifs. Parfois, il y a eu des personnes qui donnaient un écouvillon, vous le faites vous, chez vous, à la maison, et puis vous le rapporterez. Et donc, il y a eu toute cette panoplie, finalement, de types de prélèvements qui ont pu donner des résultats faussement négatifs également. Et donc, le choix aussi du moment du prélèvement par rapport à l'infection, on va en parler, est extrêmement important. Parce que finalement, si on rate ce moment-là, on va se retrouver avec des résultats faussement négatifs. Et ça, je pense que c'est important. Également, dans la préparation, est-ce qu'on va extraire les milieux de transport aussi? Tout ça doit être pris en compte. Et également, le type de la spécificité. Donc, après, il y a eu des recommandations nationales et internationales pour savoir qu'il fallait amplifier 2 cibles. Ça, on va pouvoir en parler. Puis après, le choix des antigènes, la spécificité qu'on va attribuer aux antigènes ou aux anticorps pour détecter les antigènes ou les antigènes pour détecter les anticorps est extrêmement important. Donc, ce qui fait que finalement, il a fallu faire avec une multiplicité de tests qui s'est développée de manière incroyable. Et toutes les agences du monde entier ont eu beaucoup de mal parce qu'il fallait enregistrer tous les tests venant de Chine, puisque l'épidémie se terminait en Chine et tous les kits arrivaient ici. Donc imaginez à la NSM et dans tous les centres de référence, il fallait évaluer très rapidement tous ces kits et toutes ces trousses et les qualifier avec des performances extrêmement différentes. Et donc c'était un choix. Un des premiers travaux qui nous a bien sûr interpellés, vous vous rappelez tous de cette lettre qui a été faite, mais finalement elle nous a appris que finalement au départ, on a tous été surpris de voir que finalement il y avait avec la PCR au niveau du nasopharynx que 60-65% de positifs, soit 30 à 35% de faux négatifs. Et donc au départ, il a fallu faire avec, parce qu'on s'était dit, finalement, on a des patients dont vraiment ils ont une symptomatologie du Covid, mais finalement on se retrouve avec une PCR positive, une PCR négative, pardon. Et donc c'est vrai qu'on a appris au fur et à mesure, et on savait que quand, au fur et à mesure que, bien sûr avec des prélèvements un peu plus profonds, des LBA ou des expectorations, ou des fibrobronchiques, des LBA avec un brossage, on pouvait avoir des performances plus importantes, mais c'était un peu plus invasif, et on ne pouvait pas le faire, on peut le faire que chez des patients hospitalisés. On peut le faire aussi au niveau du pharynx. Au niveau des selles, on a trouvé également du virus. Et cas particulier aussi, c'est qu'en fait, il y a très peu de virémie, très peu de virus dans le sang, et pas ou très peu dans les urines. En tout cas, c'est ce qui avait été... Et donc, je pense qu'il y a eu une courbe d'apprentissage. Et je n'ai pas réussi à retrouver des chiffres d'aujourd'hui, mais je pense que si on devait refaire cette même étude aujourd'hui, je pense que la sensibilité de la PCR au niveau du nasopharynx serait plus importante que ça. Et que le pourcentage de positifs serait plus important, parce qu'on maîtrise un peu mieux d'abord le prélèvement, on maîtrise mieux toutes les trousses qui ont été faites, parce que comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de précipitations et d'urgence, parce qu'on avait un besoin diagnostique extrêmement urgent donc à faire, et puis on sait mieux à quel moment peut-être prélever les patients, et donc on a un petit peu appris tout ça. Donc ça, je vous passe assez rapidement. C'était au début, il fallait 2 cibles pour amplifier le génome viral. Très souvent, vous avez des laboratoires qui vous rendent avec les 2 cibles, on ne comprenait pas très bien pourquoi une cible est négative, pourquoi une cible est positive. Une limite de détection au moins de 10 copies, et puis c'est les courbes dont vous avez parlé, avec un CT qui est inversement proportionnel au nombre de copies d'ARN dans l'échantillon, et avec globalement c'est semi-quantitatif,
c'est une charge virale forte entre 15 et 20, entre 20 et 25 modérée, et super à 25 faible. Donc c'est ce qu'on sait actuellement là-dessus. Alors finalement, une des questions qui se pose aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que finalement ça sert à quelque chose d'avoir un intérêt d'une semi-quantification dans les sécrétions? Il y a eu beaucoup de travaux. J'ai essayé de sélectionner quelques travaux pour essayer de démontrer si finalement c'était intéressant. Ce qu'on a su, c'est que plus les patients avaient une maladie sévère, plus en fait ils avaient une charge virale persistante et élevée. Il y a eu même, comme vous le savez, des patients qui avaient des patients immunodéprimés. Dernièrement, il y a une publication qui a montré plus de 120 jours ou 140 jours de PCR positifs avec des taux et des CT élevés. Ce n'est pas simplement des acides nucléiques après les 30-35, vous savez, 34-35, on ne sait plus comment faire des acides nucléiques qui ne sont absolument pas infectieux. Ce n'est pas de ça dont on parle, mais vraiment avec des gens qui conservent en fait un titre infectieux. Donc ça veut dire qu'il semble que plus finalement il y a de virus, plus en fait plus il y a une maladie persistante, plus on a de virus. Également, dans d'autres types de prélèvements, en particulier dans les prélèvements nasopharyngés et au niveau de la salive, ça a été fait. Là aussi, il y a peu d'études qui ont comparé réellement le nasopharynx avec l'oropharyngé, mais qui montrent aussi des résultats assez intéressants. D'autres, par contre, des études qui ont montré des résultats avec une moins bonne sensibilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, les prélèvements oropharyngés et salivaires sont plutôt réservés en deuxième intention quand on ne peut pas faire des prélèvements nasopharyngés. Et donc, par exemple, chez les enfants, un prélèvement oropharyngé est beaucoup plus approprié et moins invasif qu'un prélèvement nasopharyngé à faire chez les adultes. Donc là aussi, il y a un problème de sensibilité moindre en utilisant donc, des prélèvements oropharyngés et salivaires qui ne peuvent pas être utilisés en première intention en tout cas. En tout cas, on manque d'études comparatives pour pouvoir les utiliser en lieu et place de prélèvements nasopharyngés. Qu'est-ce qu'il en est de la variabilité génétique du virus? Alors vous savez qu'il y a un nouveau variant, qui transforme de G en D, avec une aspartate en alanine, qui va dominer l'épidémie mondiale, et en fait où il y a eu un switch entre la première vague et la deuxième vague. Et en fait, il existe aujourd'hui, il y a un groupe qui permet de suivre en temps réel l'évolution de l'épidémiologie moléculaire, et ça c'est assez intéressant. Et en fait, quand on a assisté à ce switch, c'est ce que vous voyez entre la vague de mars et entre ces deux vagues, vous voyez ce switch entre les deux et cette transition. Et en fait, ce switch donne en fait une particularité plus importante, c'est-à-dire qu'il donne ce qu'on appelle un fitness, c'est-à-dire une capacité réplicative plus importante au virus, et en fait une pénétration cellulaire plus importante, notamment au niveau du spike du virus, comme on a vu, l'épine du virus. Et donc, ce virus croît un peu plus rapidement en culture, et donc c'est important de pouvoir le suivre. Il y a eu des travaux qui ont essayé de démontrer s'il était associé à une mortalité plus importante. Apparemment, il n'est pas associé à une transmissibilité plus importante, c'est un papier qui vient de sortir dans Nature cette semaine, mais certains l'ont démontré associé avec une mortalité plus importante. Pourquoi? Parce qu'en fait, il entraînerait, en tout cas en culture, un effet cytopathique plus important. Ils ont analysé justement les mutations au niveau du spike de la glycoprotéine, et pour montrer que finalement, on aurait une agressivité un peu plus importante avec ce virus. Donc il est vraiment très important de pouvoir avoir une surveillance épidémiologique au niveau moléculaire, et donc les travaux de séquençage de ces souches sont extrêmement importantes. Alors, je vais parler en fait maintenant un petit peu de la sérologie. Une fois qu'on a parlé des tests moléculaires, on pourrait en parler, et puis peut-être qu'il y aura des questions sur les tests moléculaires, bien sûr. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un des challenges qu'on a vécu, c'est la sérologie, puisqu'on a vu apparaître, avec énormément de questions sur la sérologie, puisqu'au départ, on avait des tests qualitatifs, on n'a toujours que des tests qualitatifs et peu quantitatifs. On ne connaissait pas la spécificité, on nous a arrivé avec des kits qui arrivaient de Chine, on annonçait des sensibilités et des spécificités sur tous ces tests. Et donc, il a fallu faire un choix. Et puis, en fait, il faut bien savoir que un des problèmes qu'on avait, je vais parler, excusez-moi, un peu de problème de sensibilité, de spécificité, mais il fallait que les tests soient sensibles pour détecter les malades, mais spécifiques pour détecter les non-malades. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas détecter les patients qui étaient infectés par d'autres types de coronavirus pour ne pas avoir tout simplement des faux positifs. Mais quand vous êtes avec des faibles prévalences virales, le taux de faux positifs monte obligatoirement.
Donc, au départ, en fait, la problématique, c'est d'avoir des tests extrêmement spécifiques qui vont réellement détecter le SARS-CoV-2, les anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2. Donc, petit à petit, les tests se sont améliorés, qui sont arrivés sur le marché qu'on utilise aujourd'hui. Les tests ELISA sont plus spécifiques que les tests immunochromatographiques qui sont faits au bout du doigt, donc ils sont à préférer. Et puis, entre autres, il y avait deux questions majeures. C'est la durabilité des anticorps, et donc ça, on va en parler avec quelques études, et puis le caractère protecteur. Finalement, est-ce que ces anticorps sont associés, est-ce qu'ils sont neutralisants, est-ce qu'ils sont associés à une immunité qui, bien sûr, nous intéresse au plus haut point, puisque, Guillaume, tu as parlé de la vaccination, et bien sûr, il faut savoir si ces anticorps sont protecteurs, ils vont pouvoir protéger contre une nouvelle infection. Donc, ce sont des questions assez importantes. Alors, comme vous le savez, j'en ai parlé, d'un point de vue technique, il y a à la fois des tests immunochromatographiques et ELISA qu'on connaît, qui ont été développés pour le coronavirus, et énormément sont développés. Et pour chaque test, ben pareil, il faut déterminer les sensibilités, les spécificités, et parfois, quand on n'est pas dedans, c'est très compliqué, parce qu'on nous annonce des sensibilités et des spécificités, et c'est extrêmement complexe de le faire. Donc, en particulier, on va revenir après sur la partie antigène qui nous intéresse particulièrement. Je vais vous en parler. Ce qu'on a appris immédiatement, finalement, c'est que la cinétique finalement habituelle, vous savez, où on voyait apparaître d'abord les IgM, puis après les IgG, finalement, n'a pas du tout été respectée avec le coronavirus. C'est-à-dire qu'en fait, on apercevait parfois entre 3 et 5 jours, en fait, un pic d'anticorps qui pouvait correspondre à des IgG ou des IgM, donc, mais pas obligatoirement la cinétique, et finalement, on a été un peu surpris, ou les anticorps totaux qu'on a détectés. Finalement, on s'est même servi finalement de ces anticorps parfois, comme je vous l'ai dit, dans la fenêtre où on avait potentiellement, il y avait des recommandations de l'HAS qui disaient que vous pouvez utiliser les techniques sérologiques pour pallier justement à la fenêtre où potentiellement le patient est contaminé, et où la PCR est négative, justement pour essayer d'avoir cette fenêtre et de combler finalement cela pour avoir un diagnostic d'infection à Covid-19. Et donc, finalement, on s'est retrouvé avec des profils qui ressemblaient un peu plus à ces profils-là. Vous voyez, avec à la fois en bleu des anticorps totaux, d'IgG et d'IgM, mais pas du tout, en fait, une cinétique comme on avait habituellement, avec une chute des IgM, et puis après apparition des IgG. Et les IgA aussi, on a aussi fait cela également. Par exemple, donc, comme vous le voyez ici, juste pour montrer un petit peu, voilà comment, en fait, la cinétique se présente au fur et à mesure, donc, au niveau des IgG, avec une augmentation progressive depuis 3 jours, puis après une fenêtre après 6 jours, et après finalement un plateau qui se passe à peu près à 10-15 jours, avec un pic qui se passe à peu près entre 15 et 23 jours de cette cinétique. Donc voilà, sur cette cinétique. Si on compare un petit peu la cinétique de décroissance de la charge virale avec la production des anticorps, comme vous le voyez ici, il y a une question majeure et fondamentale auquel on n'a pas répondu, c'est réellement la durabilité de ces anticorps. Combien de temps ces anticorps vont durer dans le temps, combien ils vont persister. Et donc ça, c'est une question pour laquelle on n'a pas complètement la réponse. Je vais essayer de vous apporter une ou deux études qui ont essayé de parler de cela, parce qu'en fait, il faut avoir un recul suffisant, et il ne faut pas se baser évidemment sur les précédentes infections à coronavirus ou à SARS-CoV-1, parce qu'on est avec le SARS-CoV-2, il faut savoir pour ce virus. Pourquoi ? Parce que bien sûr, aujourd'hui et demain, on a un vaccin. Et il faut savoir si réellement on va devoir, et c'est une des vraies questions aujourd'hui de la vaccination, c'est de savoir combien est-ce qu'il va être protecteur, est-ce que réellement on nous a annoncé des chiffres extraordinaires, et est-ce qu'une injection va suffire, il en faudra 2, ça ce sont des questions. Par exemple, ça c'est une étude qu'on a fait chez nous, on a comparé justement différentes trousses, et vous voyez en fait, depuis le départ, depuis J0, on était surpris que finalement, parfois les anticorps apparaissaient très tôt, finalement après le début des symptômes, et donc en bleu sont des anticorps neutralisants, et en rouge et en vert, c'est 2 trousses qui sont utilisées, Abbott et Beckman, et on a pu regarder finalement qu'on avait très rapidement un titre d'anticorps neutralisant, et donc ça plutôt c'était une bonne nouvelle de regarder cela, donc c'était assez intéressant. Alors dans cette étude du King's College qui est encore en préprint mais qui est intéressant et qui va être publié, en fait ils ont regardé en fait, jusqu'à 94 jours en fait, la cinétique pour regarder que finalement 95% des patients développaient des anticorps. Déjà une première question, est-ce que tous les patients développent des anticorps ? À 95% oui,
mais il existe des patients qui n'en développent pas. Et donc ça, il faut le savoir. Et je vais vous parler de quelques cas cliniques de patients après derrière. Et donc, finalement, le niveau des anticorps dépend de la sévérité de la maladie. Plus il y a une maladie plus sévère, plus il y a une production d'anticorps qui va être importante. Ça, on le sait déjà depuis énormément de pathologies. Et avec un pic, comme je vous l'ai dit, entre 15 et 20 jours à peu près. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après 65 jours, comme dans cette étude, seulement 16 ou 17% des patients présentaient encore un taux d'anticorps neutralisants, ce qui veut dire que finalement, on prend l'envers, 80% des patients perdaient leurs anticorps. Et ça, quand même, c'est très inquiétant, parce qu'on se dit finalement, c'est assez tôt. Alors, il y a une autre étude donc en Islande, où ils ont étudié la population. Il y a un papier dans le New England Journal of Medicine qui a été publié il y a peu de temps, où ils ont suivi à 4 mois, où là, par contre, ils ont eu une persistance plus importante à 4 mois des anticorps dans cette population. Donc finalement, on sait qu'on va avoir une persistance pendant un temps donné, mais que progressivement, en fait, il va y avoir une perte des anticorps. Ce qui fait que potentiellement, s'il y a une perte des anticorps, si finalement la protection est essentiellement humorale, alors à ce moment-là, il y a un risque de réinfection. Et donc ça, c'est bien sûr quelque chose dans lequel on doit s'inquiéter. Après, il y a eu beaucoup de travaux sur la protection des anticorps, et notamment, il y a eu, vous savez, des essais qui n'ont pas été, je crois, on ne peut pas dévoiler tous les résultats, mais je crois qu'ils n'ont pas été extrêmement positifs avec les sérums de patients donc, qui avaient réellement des anticorps neutralisants, et donc ils ont fait avec ce qu'on appelle des convalescents, donc des plasmas convalescents. Et donc il y a eu un premier essai qui s'est avéré négatif. On n'a pas encore les essais en France. Il y a une étude en France qui est actuellement menée par Karine Lacombe. Donc on n'a pas encore tous les résultats aujourd'hui. Mais il semble que les anticorps qui sont générés sont protecteurs. Et donc ça aussi, c'est sans doute une bonne nouvelle. La problématique, en fait, c'est la durée de cette protection. Et le titre de cette protection est que finalement, on n'a pas le même titre chez tout le monde et on ne sait pas quel est le titre, finalement, qui va engendrer réellement une protection chez tous les patients. Et donc ça, bien sûr, il faudrait le mesurer, et ce n'est pas si évident. Pareil, pour l'immunité cellulaire, là aussi, il semble qu'il y ait chez certains patients une très bonne immunité, B et T, mais parfois, en fait, il y a une sidération après une infection. On mène une étude ici avec Daniel Olive et Jean-Louis Meige, justement, qui s'appelle Immunocovid, où on a essayé de regarder un peu la réponse cellulaire et humorale, et on s'aperçoit que chez certains patients, en fait, on a une sidération complète de la réponse et que les cellules mémoire, en fait, sont complètement sidérées pendant l'infection à SARS-CoV-2. Donc, on a encore beaucoup à apprendre, finalement, sur la réponse immunitaire cellulaire au SARS-CoV-2, et je crois que c'est pour ça qu'il faut rester extrêmement humble sur ce sujet, et on va en apprendre tous les jours. Alors la question aussi qui se pose, c'est est-ce qu'on peut être réinfecté après une première infection à SARS-CoV-2 ? Alors bien sûr que la réponse, vous le savez, c'est oui, je n'ai pas besoin de vous le dire, parce que finalement, donc, dans la littérature, il y a eu 4 cas rapportés, mais il y a eu d'autres qui sont en train d'être rapportés, et puis on en a tous des cas rapportés. Dans les 4 cas rapportés, donc, c'est des patients en fait, qui n'avaient pas développé d'anticorps lors de la première vague, qui ont été réinfectés lors de la deuxième vague, à la fois des patients asymptomatiques ou hospitalisés, ou alors qui avaient des maladies modérées ou sévères, et qui ont, après, lors de la deuxième vague, développé, donc ils ont été infectés par le Covid, et après, dans un deuxième temps, donc, ils ont développé des anticorps la deuxième fois. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas développé d'anticorps la première fois ? On ne sait pas. Nous, en tout cas, on sait qu'il y a un problème de maturation au niveau des pré-lymphocytes B qui s'est passé sur un patient. C'est justement une patiente que j'ai vue en consultation ce matin, qu'on suit, qui a été initialement traitée ici à Marseille, et qui a été positive très tôt, puisque c'était une des premières vagues en février. Et puis finalement, elle a été rapidement négativée. Et puis en fait, on l'a suivie avec tous les types d'anticorps, IgM, IgG, Toto, IgA, neutralisant. Elle n'a jamais développé aucun anticorps. Et puis en fait, le 10 octobre, elle a refait une nouvelle infection, avec simplement assez légère, avec simplement anosmie, toux et asthénie. Et finalement, elle a négativé assez rapidement. Et elle n'a toujours pas eu d'anticorps qui sont apparus. Donc évidemment, c'est bien pour vous dire que finalement, pas tous les patients développent des anticorps,
qu'il semblerait que finalement les patients qui développent des anticorps seraient plus susceptibles à faire une deuxième infection, donc il y a peut-être un rôle plus important de l'immunité humorale dans l'infection à coronavirus. Après, il y a une question majeure, c'est le positionnement à limite des tests en fonction de l'histoire naturelle de la maladie. Alors, c'est une diapositive importante parce que finalement, comme vous le voyez, ce qu'on sait, c'est que finalement, les patients sont infectieux avant même qu'ils développent des symptômes. Et selon les tests qu'on va utiliser, on va devoir utiliser des tests qui vont être relativement sensibles pour pouvoir détecter une infection, parce que si les tests ne sont pas très sensibles, on ne va pas pouvoir détecter une infection assez tôt. Et donc, bien sûr que parmi les tests qui sont utilisés, donc c'est juste pour vous dire, entre les patients infectieux et non infectieux, puis après on a une chute, si vous voulez, au fur et à mesure de la charge virale. Et évidemment, si le test qu'on utilise n'est pas un test relativement sensible, ben, tout simplement, on va passer à côté de l'infectiosité. Et donc, ça va dépendre du moment auquel on s'adresse, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'a été fait, donc, on va en parler, des plus ou moins 4 jours. Alors ça, c'est un travail de Bernard Lascola, où en fait, ils ont mis en culture les différents prélèvements en fonction des différents CT. Je trouve ça intéressant, parce qu'une des questions majeures qu'on a eues, et c'est pour ça qu'on ne doit pas suivre les patients avec la PCR, parce que tout simplement, on s'est aperçu qu'après entre 30 et 35, ben finalement, les patients restaient avec des acides nucléiques détectés, mais qui étaient peut-être sans doute pas infectieux. Donc en fait, ce qu'il a fait dans ce travail, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, ils ont mis en culture régulièrement en fonction des CT, pour voir réellement en fait, si c'était toujours infectieux. Donc ils sont tombés sur un cutoff à peu près à 32. Au-dessus de 32, en fait, il n'y avait plus d'infectiosité. Donc il y a d'autres travaux qui sont en cours aussi, comme il était fait à Marseille, je pense que c'est important de le dire aussi. Et donc pour montrer que finalement, il y avait donc au-dessus de 30, on peut dire que finalement, on a une baisse complète, vous le voyez sur cette courbe, une baisse de l'infectiosité donc, qui se passe. Et ça, donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'en fait, on a des patients, comme vous le savez, qui restent positifs très longtemps. Et finalement, au-dessus de 30-32, finalement, on n'a pas à s'inquiéter sur ça parce que finalement, ils sont très peu infectieux et très peu contagieux. Et donc, il y a maintenant quelques travaux qui permettent de nous le dire. Il y aura d'autres travaux qui vont venir conforter cela. Ce qui est important, finalement, c'est dans l'histoire naturelle de la maladie, dans ce papier du JAMA, c'est qu'une semaine avant, en fait, le test PCR est positif. Et ça, c'est important. Donc, pourquoi c'est important? Parce que c'est en fait là où se passe la contamination. C'est parce que les gens sont parfois complètement asymptomatiques. Et c'est toute la problématique, j'ai commencé comme ça cette conférence. C'est juste pour dire que finalement, on ne va pas savoir qui est positif ou négatif, puisque eux-mêmes ne savent pas s'ils sont positifs et infectés, mais par contre, ils sont quand même infectieux. Et c'est là où, en fait, on a le maximum, finalement, à 3-4 jours, si vous voulez, après les premiers symptômes, puisque en fait, ils sont déjà positifs un petit peu avant. Donc, en fait, ils vont être positifs un petit peu avant, et puis après, la positivité va diminuer. Donc, finalement, on voit que dans les 3-4 jours, finalement, après les premiers symptômes, c'est là où, en fait, on a cette zone où on a le maximum, finalement, de charge virale, et c'est là où il faut détecter. La problématique, c'est de savoir à quel moment on commence à avoir des symptômes. C'est parfois extrêmement difficile à le déterminer avec certitude. Et il ne faut pas rater ce passage-là, parce qu'on risque d'avoir des faux positifs, des faux négatifs. Donc là aussi, il y a eu beaucoup de travaux pour essayer d'expliquer les faux négatifs de la PCR. Justement, en fait, si on ne les prend pas au bon moment, ben, il se peut qu'on peut avoir des faux négatifs. Et donc ça, je pense que c'est vraiment très très important de pouvoir le signaler. Alors, on a fait un travail, nous, on a repris un petit peu notre base de données de plus de 43 000 patients dans lesquels on a fait des tests. Et c'est juste pour vous dire, en fait, entre la discussion, je vais parler un petit peu de l'antigénémie et de la PCR, parce que je sais que c'est un sujet intéressant auquel on a des questions, et je pense que c'est des questions extrêmement importantes. Aujourd'hui, en fait, dans tous les tests antigéniques qui ont été enregistrés, ces tests antigéniques, en fait, ont été enregistrés avec des sensibilités très importantes. Il faut savoir que l'OMS aujourd'hui, le WHO et les recommandations européennes demandent au minimum entre 80 et 90% de sensibilité pour un test antigène, pour qu'il puisse être utilisé. Simplement, si vous voulez, comment est-ce qu'on qualifie ces sensibilités? Cette sensibilité est qualifiée par rapport à un gold standard qui est la PCR. Si effectivement vous vous adressez à des prélèvements qui sont très positifs, avec des CT inférieurs à 20 ou à 25, vous allez vous retrouver avec 100% des tests positifs. Si vous vous adressez à des échantillons qui ont une charge virale faible,
vous allez vous retrouver à 10 ou 20%. Donc évidemment que la plupart des fournisseurs vont s'arranger pour donner le maximum de sensibilité, parce que tout simplement, ils vont prendre des charges virales les plus fortes, et ils vont les tester, et ils vont avoir des sensibilités extraordinaires. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils sont enregistrés. Donc, évidemment que ce n'est pas la réalité. Et la réalité, elle n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand on prend une base de données comme ça, on a remarqué qu'à peu près la moitié des patients avaient une charge virale inférieure à 25, enfin un CT, pardon, inférieur à 25, et les 50 autres pourcents, un CT supérieur à 25. Ce qui fait que quand on regarde cela, et ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé l'antigène en regardant un petit peu cette proportion, pour regarder en fait quelle était la positivité. On a pris un des tests antigènes les plus réputés. J'ai aucune action avec ces tests antigènes ou PCR. Et donc on a regardé un petit peu pour voir cette distribution, pour être réellement honnête et pour dire, voilà, en vraie vie, pas en test pour un enregistrement, en vraie vie, si on utilisait ces tests antigènes, qu'est-ce que ça donnerait? Et donc, on a regardé. Et donc, on a séparé, déjà, on a fait une distribution des CT, comme je vous l'ai dit. Alors, c'est vrai que quand on est inférieur à 4 jours, on a ici, avec un CT inférieur à 25, bon, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on a une sensibilité des tests antigéniques qui est très bonne. Si on est inférieur à 4 jours, mais avec un CT supérieur à 25, là, on a une sensibilité qui est moindre, évidemment. Et quand on est supérieur à 4 jours, là, par contre, la sensibilité baisse énormément. Et donc, si on regarde un petit peu cela, dans ce tableau, on va regarder un petit peu ici, c'est que finalement, quand on est plus de 4 jours, la sensibilité tombe à 50%. Ce qui fait que si on n'a pas bien interrogé le patient, et c'est très difficile d'avoir réellement les symptômes, et qu'on dépasse les 4 jours, dans un cas sur deux, on va avoir finalement un antigène qui va être... Enfin, non, pas un antigène. L'antigène va être négatif, mais peut-être que le patient va être contaminé et infectieux. Donc ça, c'est vraiment une des problématiques qu'on peut avoir. Si on est inférieur à 4 jours, là, par contre, un test antigène peut être intéressant, parce qu'on a une très bonne sensibilité, plus de 85%, on répond aux guidelines réellement de l'OMS et les guidelines européennes, et à ce moment-là, c'est intéressant. Mais quand même, chez ces patients-là, il reste également des patients qui peuvent être faussement négatifs, qu'il faudrait retester en PCR. Et ça, c'est indispensable. Chez les patients asymptomatiques, par contre, c'est assez intéressant, parce que l'antigène a une bonne sensibilité dans ce cadre-là, pour être utilisé, mais en cas de négativité pareil, je dis asymptomatique ou cas contact, il faudrait faire une PCR. Mais actuellement, il faut savoir ce que je vous montre ici, ce ne sont pas les recommandations. C'est notre expérience, ce n'est pas les recommandations. Parce que les recommandations, en fait, ne sont de s'arrêter après le test antigène négatif. Et toute la problématique est là. Alors effectivement, si on est dans ce critère-là, inférieur à 4 jours, parce que dans inférieur à 4 jours, c'est là où on a les CT qui sont les plus forts, comme je vous l'ai montré ici dans la courbe ici. Et donc si on voulait remonter un petit peu, vous voyez que finalement, ici on se retrouve dans ce cadre-là, où on a finalement inférieur à 4 jours, avec des CT inférieurs à 22, c'est là où en fait c'est justifié réellement de faire un test antigène. Mais finalement, ça représente une toute petite frange de population. Ça représente dans notre expérience ici, finalement, les asymptomatiques, c'est à peu près 60% de la population. Ici, c'est à peu près 10 à 15% et 15%. Donc finalement, ça ne concerne que 15% en fait, des patients pour lesquels on pourrait utiliser correctement finalement un test antigénique. Mais quand même, dans tous les cas, il faudrait le confirmer en cas de négativité. Pourquoi? Parce qu'autrement, on va laisser tout simplement un patient positif aller contaminer d'autres personnes. D'ailleurs, il y a eu dans les recommandations européennes, si on prend 10% à peu près de taux de positivité, bon, vous savez, on ne sait plus exactement où est-ce qu'on en est actuellement, parce qu'on est monté à 10, 15, 20, puis on est en train de redescendre. Et si on prend 10% de positivité, on laisserait à peu près 2000 patients faussement négatifs dans la nature. D'ailleurs, en Italie, ce qui, j'espère, ne va pas arriver en France, mais c'est un risque, c'est que, j'ai retrouvé ça dans une coupure de presse, ils incriminent, c'est certainement pas la seule raison, mais quand même, pourquoi l'épidémie, ils disent, est hors de contrôle de la deuxième vague, c'est ils incriminent donc une stratégie du gouvernement qui, qui veut éviter un reconfinement, qui repose sur une politique des tests antigéniques plus hasardeuse que prévu, tout simplement parce qu'avec cette libération de ces tests antigéniques, sans aucun contrôle aujourd'hui, on va se retrouver certainement
avec certainement beaucoup plus de contaminés, parce qu'en fait, on ne pourra pas identifier correctement les cas positifs qui vont aller contaminer d'autres. Et ça, donc, c'est une réalité. C'est pour ça que dans les recommandations de HAS, c'est les tests RT-PCR qui sont en nasopharynx en première intention, et le TROD réellement en alternative quand on ne peut pas avoir des tests de RT-PCR. Mais aujourd'hui, dans la plupart des laboratoires qui se sont équipés, en fait, la plupart des résultats sont disponibles en 24-48 heures. C'est plus que ce qui s'est passé pendant le mois d'août ou septembre, où c'était évidemment quelque chose qui était complètement hors de contrôle. Mais aujourd'hui, dans la plupart des laboratoires, les résultats arrivent relativement rapidement. Donc, et par contre, pour les prélèvements salivaires ou oropharyngés, c'est vraiment en fait en alternative en deuxième intention, quand vraiment il n'y a pas la possibilité de faire un prélèvement dans le nasopharynx, et de réserver finalement dans les opérations de dépistage ciblé, là où il faut avoir un résultat rapide, notamment peut-être dans les aéroports, dans d'autres, quand on veut vraiment cibler rapidement, c'est à ce moment-là qu'on doit utiliser des tests antigéniques. Donc les tests antigéniques sont très intéressants, très complémentaires des tests de PCR, doivent être utilisés dans une fenêtre des patients inférieurs à 4 jours, là où on a le maximum de charge virale, mais en cas de test négatif, dans cette fenêtre-là, ils doivent être obligatoirement pour éviter une contamination. Il vaut mieux repayer un test PCR plutôt que payer un patient en réanimation qui va durer 1 mois ou 2 mois et qui va peut-être décéder. Donc ça, en termes de coût économie, je pense qu'il n'y a pas photo. Juste pour vous dire en conclusion finalement que le diagnostic virologique, ça repose, comme on l'a dit, sur les tests moléculaires, finalement combinés aux tests antigéniques dans la sécrétion nasopharyngée. L'excrétion virale elle peut être prolongée, on l'a vu chez certains patients, d'autant que l'atteinte clinique est sévère, que la place de l'antigénémie est appropriée, on en a parlé, dans certaines situations de contexte clinique épidémiologique, et que la sérologie, pour l'instant, est intéressante pour, justement, dans un contexte épidémiologique, pour savoir quel est le nombre, la frange de population qui a été contaminée, et le sera certainement pour l'étude de la réponse vaccinale. Enfin, je voulais juste vous dire que ce qui s'est passé, c'est assez intéressant, parce qu'en un temps relativement court, on a parlé du vaccin qui s'est fait et des vaccins qui se sont faits en moins d'1 an. Mais il y a aussi une innovation technologique et un transfert de compétences qui s'est passé dans le même temps. C'est-à-dire que finalement, à la fois on a eu une technologie avec des technologies comme la technologie de lampe PCR, donc d'amplification en boucle à température constante, je vais en parler un petit peu, la technologie de CRISPR-Cas9 extraordinaire qui a été appliquée, une technique colorimétrique derrière, ou des technologies de nanoparticules qui sont développées pour apporter de l'innovation dans le diagnostic des infections à coronavirus. Et en parallèle à ça, rappelez-vous au tout début, le diagnostic était réservé à l'Institut Pasteur, au grand CHU, IHU, et en fait les laboratoires étaient en dehors de ça. Progressivement, c'est passé à peu près en mars-avril, c'est passé au laboratoire privé, laboratoire UNSERM, laboratoire vétérinaire, donc ça s'est ouvert. Ça s'est ouvert encore plus aux pharmaciens, aux médecins, aux infirmiers qui ont fait les tests au fur et à mesure. Ce transfert de compétences s'est fait petit à petit. Et puis finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est fait aux patients. Les États-Unis ont autorisé le premier test de dépistage à domicile. Comme vous le voyez, ça coûte $50. C'était approuvé par la FDA. Et donc aujourd'hui, c'est utilisable. Donc vous voyez ce transfert de compétences qui, au départ, la technologie devait être réservée uniquement aux grands instituts, puis c'est passé aux patients, mais à un temps extrêmement court. Et ça, c'est vraiment assez incroyable, finalement. Et c'est quand même une bonne nouvelle de montrer à quel point on est capable de réagir, et la population mondiale est capable de réagir face à une telle pandémie. Et donc, avec aussi, on en parlera plus tard, au cours des prochains jeudis que vous organiserez, de la vaccination. Et puis, il y a aussi d'autres alternatives. Une de mes collègues, Dr Frédéric Tornaz, travaille sur un projet avec les chiens pour aller sentir. Donc là aussi, il y a des papiers qui viennent de sortir. Peut-être que c'est aussi une autre solution, avec des chiens qui vont aller dépister les odeurs, des substances organiques volatiles, pour aller dépister et rapidement orienter. Finalement, ça se fait dans certaines maladies, éduquer des chiens aussi. Donc vous voyez que finalement, on est extrêmement créatif. Et je crois qu'il faut rester positif, finalement, vis-à-vis de cette maladie, et que tous ensemble, on va arriver tous à la combattre et à apporter le mieux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, on a eu beaucoup de questions ce soir, dont un médecin qui demande certains envisagent de faire un test avant de se retrouver pour la Noël. Est-ce bien utile et combien de temps avant faut-il le faire avant de se retrouver?
Alors, déjà, bon, jusqu'à la Noël, donc il va se passer, on va voir l'importance de l'épidémie, où est-ce qu'on va en être dans l'épidémie. Mais je crois que, bien sûr, que les réunions de famille, bon, il faut quand même que la vie soit maintenue, et la vie aussi en communauté. Mais moi, je recommande que 72 heures avant, en fait, entre 48 et 72 heures avant, on puisse éventuellement faire un test. Et si ce test est négatif pour tous les membres de la famille, eh bien, ça permettrait à la famille de pouvoir se réunir. Je pense que c'est une sécurité, parce qu'il faut aussi reprendre un tout petit peu à vivre. Et je crois qu'avoir un test négatif permettrait de pouvoir se réunir. On a suffisamment confiance aujourd'hui avec les tests de RT-PCR, c'est ce que je vous ai dit aujourd'hui. On a du mal à avoir des chiffres réellement, mais je pense que la sensibilité est montée. On n'est plus du tout aux 60-65%, on doit être à 90-95% réellement de sensibilité avec les tests PCR aujourd'hui, pour pouvoir réellement détecter l'infection. Donc je pense qu'on peut réellement avoir confiance en ces tests si un test est correctement fait. Au niveau du nasopharynx, je pense que c'est une sécurité, en tout cas, pour pouvoir le faire. Merci. Est-ce que le test sérologique Beckman est plus fiable que le Elexys Roche? Non, ils se valent à peu près. Je ne suis pas rentré dans les noms des tests, ni aucun test, mais je crois qu'à peu près ils se valent. Ils ont, globalement, il y a 3 grands tests. Le test Abbott, le test Roche et le test Beckman, qui sont les 3 tests, excusez-moi, qui sont les 3 tests qui sont pratiquement les plus utilisés en laboratoire parce qu'ils sont les grands fabricants américains. Et aujourd'hui, je crois qu'ils se valent à peu près à la fois en termes de sensibilité et de spécificité, puisqu'ils arrivent presque à des 98-99% pour les 3 tests. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une grande différence et je veux dire, vous pouvez avoir relativement confiance dans ces tests. D'autant en fait que la prévalence de la maladie est montée, et d'autant que, donc, ce qui fait que finalement, même s'il y avait une spécificité qui est de 4, je crois que ce sont à peu près de 99% de sensibilité, ce qui fait que le 1% finalement de faux positifs, plus la prévalence augmente de la maladie, finalement, moins il y a de cas de faux positifs. Donc ça, c'est important de le dire. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a des tests extrêmement fiables aujourd'hui qui sont sur le marché. Est-ce que le vaccin sera vraiment efficace en sachant que les anticorps disparaissent au bout de 2 mois en cas de maladie? Alors, je ne veux pas déflorer, mais on en a parlé juste avant. Il va y avoir en fait une session prochainement sur le vaccin. C'est ce que tu m'as dit. Je pense que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a un recul de 28 jours sur le vaccin. Donc on n'a pas encore toutes ces réponses. Et je crois que peut-être que on va voir quel va être le suivi. Je ne peux pas me prononcer. Pour certains vaccins, certainement, il y aura besoin d'une deuxième injection. Je ne sais pas à quel délai. Il va falloir qu'ils surveillent ce titre d'anticorps. Mais je crois que c'est vraiment trop tôt pour pouvoir répondre à ça. En tout cas, pour ma part, je n'ai pas les réponses. Mais peu ont des réponses encore sur ce sujet. Peut-être une dernière question. La recherche de virus dans les eaux usées ou les égouts a-t-elle un intérêt? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que le virus se détruit assez rapidement dans ces eaux. Ce n'est pas un milieu extrêmement propice à maintenir un niveau de culture important et de croissance. Donc, par contre, il y aura une surveillance qui doit se faire chez les animaux. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les visons et avec l'abattage des visons, parce qu'on a peur d'une transmission d'une épizootie, parce qu'on a peur qu'un virus mute, même s'il y a une variabilité génétique qui est faible, comme je l'ai indiqué. On a quand même peur de ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester... ce que je vous dis, c'est... à aujourd'hui, peut-être que demain, ça sera non, et qu'on va déterminer qu'une épidémie ait lieu à partir de l'eau. Bon, on sait par exemple que certains virus, comme le virus de l'hépatite E, par exemple, notamment avec les cochons et les porcs, on sait que les eaux usées ont permis certainement des vagues de contamination. Ça, c'est connu chez les vétérinaires, donc on le sait. Il y a des épisodes aussi où on sait que les eaux usées ont permis à cette contamination. Pour l'instant, ça n'a pas été réellement démontré, il n'y a pas eu de preuve de démonstration à ce jour avec le coronavirus. Merci. Je vais terminer en vous disant qu'on a beaucoup de messages de remerciements et de félicitations à vous transmettre. Merci beaucoup. Merci.
Je voulais, si ça ne t'embête pas, qu'on remette cette diapo que tu as présentée, qui est, je trouve, très didactique et qui, je pense, répond à beaucoup de questions que nos collègues se posent. Ça, c'est vraiment, je pense, un message qui est important. Est-ce que ça t'embêterait de le Bien sûr. résumer? Oui, je pense que tu as raison. C'est une diapositive intéressante. En fait, elle est réellement basée sur une base de données de plus de 40 000 patients. Donc, c'est vraiment important. Et je crois que réellement, comme je vous l'ai dit, en fait, elle est basée sur quand il y a des symptômes de plus de 4 jours. En fait, on se retrouve en fait dans cette partie de la courbe, c'est-à-dire en fait cette partie-là de la courbe, la partie droite de la courbe, où cette partie droite de la courbe, en fait, on se retrouve avec des CT qui vont se retrouver puisqu'ils vont être supérieurs à 25, avec des charges virales plus faibles. Donc, finalement, dans cette partie-là, finalement, la sensibilité de l'antigène n'est pas bonne, et en fait, elle n'est que de 50%. Donc, finalement, dans 50% de ça, ça veut dire que dans un cas sur deux, l'antigène va être négatif. Donc, mais le patient va quand même être positif, parce que comme je vous l'ai dit, il y a quand même un CT positif. Et si on parle de l'infectiosité, tout à l'heure on a parlé d'absence d'infectiosité au-delà de 32, c'est le travail qui a été démontré de Bernard Scola. Mais donc on peut se dire qu'entre 25 et 32, on ne peut pas dire elle est diminuée l'infectiosité, la contagiosité donc est diminuée, mais elle n'est pas zéro. Donc elle n'est pas zéro. Donc ça veut dire que dans un cas sur deux, on va laisser passer un patient qui va être faussement négatif dans ce cadre-là. Et évidemment, ce cadre-là, mais ça représente ici, c'est le cadre en fait des recommandations actuelles. Les recommandations actuelles, c'est les patients inférieurs à 4 jours et qui ont plus de 65 ans. 65 ans, c'est par rapport à la gravité que ça a été instauré. Ce n'est pas d'un point de vue épidémiologique par rapport au virus. Donc, mais les inférieurs à 4 jours, c'est là où en fait il y a le meilleur intérêt de l'antigène. Pourquoi? C'est parce qu'on a le maximum de sensibilité à ce moment-là. Et donc c'est vrai qu'un antigène positif est intéressant et que la valeur prédictive finalement négative est intéressante à ce niveau-là. Et donc chez ces patients-là qui ont des symptômes inférieurs à 4 jours, on peut utiliser l'antigène. Mais moi je recommanderais dans tous les cas de figure, pourquoi est-ce qu'on va utiliser un antigène finalement? On va utiliser un antigène finalement pourquoi? Parce que c'est simple à utiliser, qu'on a un résultat immédiat en 30 minutes. C'est ça, parce que le but de ça par rapport à une PCR, c'est quoi? C'est ça. Donc, je pense qu'il y a un intérêt à le faire dans des endroits, justement, où on doit rapidement donner un résultat au patient. Et pourquoi? Pour pouvoir rassurer le patient, ou alors, au contraire, ne pas le rassurer, et l'isoler immédiatement, tester éventuellement s'il a été cas contact son entourage, parce que ça, c'est vraiment important. Mais dans les autres cas, en fait, il faudrait faire une RT-PCR. Donc, je crois que c'est le cas. En tout cas, s'ils sont négatifs inférieurs à 4 jours, évidemment qu'il y a une étude coût économique à faire et à réaliser. Mais il faut la faire, mais on sera très largement gagnant plutôt que laisser des positifs aller contaminer et faire des clusters ailleurs qu'on ne va pas maîtriser. Ça, c'est fondamental. Donc, je crois que s'il y a un message à faire passer, c'est celui-ci, parce qu'aujourd'hui, je suis extrêmement inquiet quand même de la diffusion en fait, de l'antigénémie, du faible niveau de formation, malheureusement, qu'on a donné à des professionnels pour pouvoir réaliser ces antigènes. Et finalement, est-ce que réellement toutes les quand c'est souvent ces étudiants en première année ou en deuxième année qui font ces prélèvements, qui font les interrogatoires, qui vont recueillir les interrogatoires, est-ce qu'on est sûr qu'ils vont dire ah non, vous êtes plus de 4 jours, vous ne pouvez pas faire l'antigène systématiquement, est-ce qu'on est sûr de ça? Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui est en fait généralisé en France. Et moi, je pense que là, on prend un risque très important de diffusion, réellement, de rediffusion et de cas contacts qui vont se propager. Alors pour reprendre la question que Marion relayait au filtre de cette diapo, je pense que nos confrères médecins, notamment les médecins généralistes, vont être assaillis de demandes pour les fêtes de Noël, avant les fêtes de Noël, de bilan avant ces fêtes chez des patients qui vont être le plus souvent asymptomatiques. Est-ce que tu recommandes de passer effectivement par le filtre du test antigénique et puis, pour les négatifs, d'aller jusqu'à la PCR? Oui, s'il va être assuré, oui. Si la question qui a été posée est une bonne question, parce que je pense que voilà, c'est humain de pouvoir se retrouver après tous ces temps d'isolement qui se sont passés, mais il faut le faire dans le maximum de sécurité possible. Donc aujourd'hui, prenons ceinture et bretelles pour tout le monde. Et je crois qu'on sera rassuré. Je préfère avoir 2 tests qui soient faits plutôt que se retrouver avec un cas de cluster qui va être une catastrophe. Merci beaucoup, Philippe. Reste avec moi.
Reste avec moi encore une minute, juste comme ça, je clôture pour te remercier encore très sincèrement, pour remercier Timothée, Daniela, Evan et Marion qui nous ont aidés, sans qui on ne peut pas grand-chose en pratique, qui pallient à tous nos manques. Et puis aussi un grand bonsoir à Simon Delecourt, qui nous manque beaucoup, qui n'est pas là ce soir, qui est aussi la cheville ouvrière de ces Jeudis de l'Ordre. Et pour remercier encore une fois Philippe. Merci beaucoup, merci de votre invitation. Ta présentation tout à fait remarquable. Merci. Et donc rendez-vous pour les prochains Jeudis de l'Ordre très rapidement. Bien sûr, on l'a vu, il y aura des questions sur la vaccination. On va essayer de vous trouver un expert qui va nous parler de ça pour répondre à toutes vos questions pratiques. Voilà, merci à tous, merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci.